pour ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle qu'on va souhaiter exploiter sans avoir forcément besoin de data scientist. Et on va illustrer tout ça à travers 5 cas concrets qu'on va pouvoir détailler par la suite. Quelques petits points logistiques. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de chat que vous avez à gauche de votre écran. On les traitera majoritairement à la fin. Après, si certaines ont besoin d'être traitées au fil de l'eau, on le fera sans souci. N'hésitez pas également à donner votre avis, à donner une évaluation sur le webinaire à la fin. Ça nous permet de progresser, c'est toujours intéressant. Et enfin, vous pourrez télécharger le contenu du webinaire à la suite si vous voulez le diffuser ou si vous voulez en faire un autre usage. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les choses en 4 points. Je vais vous dire 2 mots, même 2 slides, on va dire, mais pas plus, sur la personne qui vous parle et sur la société de façon extrêmement brève. On va parler un instant ensuite de data science pour définir un tout petit peu ce dont on parle. Et le cœur du webinaire sera consacré à 5 cas concrets. On a essayé de varier un petit peu les sujets. Donc, on va avoir au début quelques cas qui concernent des problématiques plutôt marketing. On va parler un petit peu de distribution et enfin d'industrie, sachant que certaines problématiques d'un secteur finalement peuvent en concerner d'autres. L'objectif est de vous donner une vue la plus large possible des bénéfices que la data science pourrait apporter à chacune de vos organisations. On gardera un petit peu de temps à la fin, évidemment, pour un échange et des questions-réponses. J'espère que ça vous convient. Sinon, le chat est à vous si vous voulez moduler cet emploi du temps. Donc, je me présente, donc je m'appelle Alexis. J'ai fondé, il y a presque 2 ans, After Data. Et aujourd'hui, je m'occupe de la roadmap fonctionnelle. Donc moi, je ne suis pas informaticien. Je m'occupe essentiellement de l'usage de la solution et de son adéquation avec les besoins métiers. L'objectif étant d'avoir un outil qui soit le plus opérationnel et qui génère de façon très triviale le ROI maximal pour chacun de nos clients. Et j'ai une expérience d'un peu plus de 10 ans dans le monde de l'édition de logiciels en tant que consultant fonctionnel et en tant que commercial. Donc, mon slide unique sur After Data. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous développons une plateforme SaaS d'intelligence artificielle. Donc, on va travailler sur l'ensemble des algorithmes, l'ensemble des processus mathématiques, informatiques qui vont permettre de faire de la prévision. Et on fait ça en mode SaaS pour 2 raisons. D'une part, parce que ça limite les contraintes d'architecture, il n'y a rien à installer chez le client. Et par ailleurs, ça permet de bénéficier d'une grande scalabilité de l'infrastructure. Il y a des moments où on a besoin de beaucoup de puissance. Ça permet d'avoir ça ponctuellement et derrière de revenir à des usages plus limités, donc c'est assez économique pour les clients. On propose une solution, mais également nous avons une offre importante de conseil et intégration qui fait partie intégrante de nos offres, parce que nos interlocuteurs sont avant tout des interlocuteurs métiers qui ont des problématiques concrètes et donc ils vont pouvoir discuter avec des experts métiers et pas avec des mathématiciens. Voilà pour le cœur de notre activité. Alors, quelques mots sur l'intelligence artificielle. Finalement, c'est un sujet qui génère beaucoup de fantasmes, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui paraît souvent plus compliqué qu'il ne l'est. Alors, on décompose généralement la data science en 3 catégories. Une approche explicative. On va utiliser des bases de données. Concrètement, j'ai un historique de consommation de mes clients avec l'ensemble de ce qu'ils ont acheté. J'ai des informations sur la nature de mes clients et je veux comprendre pourquoi
certains types de clients achètent plutôt tel produit ou tel comportement, et des fois, je peux avoir l'impression que ce sont des comportements anarchiques. Finalement, l'analyse exploratoire va permettre de retrouver des groupes, de faire des segments de comportements homogènes, de comprendre ces segments, et éventuellement de comprendre comment je vais pouvoir faire pour passer d'un segment à l'autre. La prévision va être le cœur de la data science. L'objectif est de prévoir des événements futurs. Alors, pas avec une boule de cristal, évidemment, mais en étudiant des comportements passés. Et concrètement, on va vouloir anticiper des gens qui vont, par exemple, résilier un abonnement, anticiper des gens qui vont avoir des difficultés pour rembourser un emprunt immobilier, mais également anticiper un risque de panne sur des objets avant que la panne arrive. Donc ça, c'est tout le volet prévision. Et ensuite, la prescription. La prescription, ça va être la capacité de l'outil à proposer des actions de façon à éviter une situation défavorable. Concrètement, ça va être proposer des actions pour éviter qu'un client parte à la concurrence. Ça va être sur la préparation d'une opération promotionnelle, par exemple, la capacité à proposer la meilleure mécanique promotionnelle. Est-ce que le plus intéressant est d'avoir un produit moins cher, d'avoir plus de produits pour le même prix, d'avoir un produit complémentaire? Donc, dans la prescription, on est vraiment dans le conseil de façon à optimiser le futur. Alors, quatre idées reçues sur la data science. Tout d'abord, le volume de données. Euh, on imagine souvent qu'il faut des années et des années d'historique avec une très grande variété de données pour pouvoir travailler ces données et pour que ces données aient une valeur. Alors c'est sûr, c'est mieux, hein. Plus on a de données, plus on pourra faire de prévisions et de prescriptions pertinentes. Mais c'est pas un prérequis, ou en tout cas c'est souvent un prérequis qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on imagine. Et finalement, moi j'ai des clients qui avec moins de 2 ans d'historique et quelques informations très classiques simplement sur l'adresse de leurs clients, leur nom et quelques éléments très basiques sur leur consommation, arrivent à faire des prévisions qui déjà génèrent un fort avantage sur leur communication, sur l'optimisation de campagne. Donc, le volume de données, ça peut être un frein, mais il en faut souvent moins que ce qu'on imagine. Et en plus, il existe des techniques pour peupler des bases de données qui sont insuffisantes, pour ajouter des règles qui vont permettre de contourner. Donc, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de bloquant. Le coût et le ROI du projet, parce que ce sont des projets sur des technologies récentes qui sont plutôt peu diffusées aujourd'hui au sein des entreprises. On imagine souvent que c'est un projet qui va durer très longtemps, coûter cher, et donc, in fine, avoir un ROI discutable. C'est un projet qui a un coût, hein, ça va de soi. Maintenant, ce sont des projets en général qui vont durer de l'ordre de 2 à 3 mois grand maximum, et derrière avoir un ROI qui va être extrêmement rapide, donc le coût n'est pas forcément très élevé, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ce sont des projets pour lesquels on peut chiffrer très très précisément le ROI. L'historique, alors en fait c'est complémentaire du volume de données. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de données, on n'a pas forcément besoin d'un recul énorme sur les données. Et enfin, le besoin d'experts. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui freine la majorité des entreprises, c'est de se dire, il faut que j'ai à minima une équipe de data scientists ou au moins des gens qui maîtrisent à fond la donnée pour pouvoir traiter cette donnée et pour pouvoir en tirer un bénéfice. Et on va voir à travers les exemples que je vais donner ensuite que ce n'est pas une nécessité parce qu'il existe aujourd'hui de nombreux moyens et de nombreuses offres qui permettent de s'affranchir de cette contrainte. Alors, pour finir sur mes généralités,
deux chiffres assez classiques, mais qui sont quand même toujours bons à rappeler. Alors réellement, ça fait 3 chiffres d'ailleurs. Euh, on a créé sur la planète, au cours des 2 dernières années, autant de données que ce qu'on a créé pendant les 50 précédentes. Et donc ça illustre bien l'aspect exponentiel de la génération, de la création et du stockage des données, ce qui est extrêmement intéressant pour des technologies comme les nôtres, puisque la donnée est réellement le carburant de la prévision. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui faire des choses d'une très grande qualité, d'une très grande précision. Paradoxalement, seuls 5% de ces données sont aujourd'hui exploitées. Euh, et pourquoi? Bah, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mais ça veut dire qu'il existe un réservoir de productivité, d'optimisation absolument énorme au sein des organisations. C'est ce qui fait dire à certains que la donnée est le pétrole de demain. Et il est certain, en tout cas, que les organisations, quelle que soit leur taille, ont dans leur base de données, dans leur data center, un réservoir de productivité absolument gigantesque. Donc, on va passer à nos cas clients. Alors, je vous avais dit qu'on commencerait par un petit peu de marketing. Une des problématiques clients qu'on traite le plus fréquemment, c'est le départ à la concurrence d'un client. Et ça concerne potentiellement toutes les entreprises. Ceux qui sont le plus sensibles vont être les entreprises qui gèrent des abonnements. Puisque le principe de l'abonnement est que soit j'ai 100% de mon chiffre d'affaires avec un client, et puis le jour où il résilie, je passe directement à zéro. Quand on sait qu'un opérateur téléphonique, par exemple, investit en moyenne 24 mois d'abonnement pour conquérir un nouveau client, on comprend que la fidélisation soit quelque chose d'absolument clé. Et du coup, ce qu'on va vouloir, c'est essayer de prédire qui sont les clients qui risquent de résilier dans les prochains mois, de façon à avoir des actions de fidélisation ciblées et efficaces auprès de ces clients. Et efficace et important, ça veut dire qu'on va devoir faire ces actions sur un nombre limité de clients. On ne peut pas avoir les mêmes actions de fidélisation auprès de tout le monde. Donc, on va cibler ces clients qui risquent de partir à la concurrence et ces clients qui, en même temps, ont un scoring fort de consommation, de façon finalement éventuellement à se dire qu'on laisse partir une partie des clients parce que c'était les clients les moins rentables et que l'action de fidélisation n'est pas rentable auprès de ces clients. Dans ce cas, l'interlocuteur et le donneur d'ordre, ça a été le directeur marketing. Les données, on a travaillé, vous le voyez, qu'un historique finalement assez faible. On a travaillé avec 2 années de facturation. Donc facturation incluant identité du client et consommation. On a intégré les demandes qui étaient réalisées par les clients sur le site internet et qui en fait arrivaient dans le CRM. Donc on a récupéré les données du CRM. Et puis on a travaillé sur l'historique des connexions à l'espace client. Dans ce cas-là, on n'avait pas la navigation au sein de l'espace client comme donnée disponible. Ça aurait été bien, mais on a fait sans. On arrive on a commencé avec 70% de détection de clients qui allaient partir sur les 3 prochains mois. Et petit à petit, on est monté à 85% de détection. Donc, on n'arrive pas évidemment à détecter 100% des clients, mais on arrive quand même à avoir une bonne partie de l'information et derrière, du coup, à être capable de cibler ses clients et d'essayer de limiter quelque chose qui a une valeur absolument énorme, encore une fois, pour l'entreprise. On parle de 24 mois d'abonnement pour la conquête d'un client. Une autre problématique qui concerne une chaîne de restaurants.
Je suis une chaîne de restaurants italiens avec des magasins plutôt situés dans des zones d'activité commerciale pour ne pas les citer. Et du coup, bah, j'ai comme tout restaurateur une problématique du nombre de couverts que je vais faire pour le service du midi et le service du soir. La conséquence de ce nombre de couverts estimé va être le nombre de serveurs présents dans le restaurant. Il en faut assez évidemment pour assurer un niveau de service correct et pas trop pour garder une rentabilité importante. Et puis, ce même nombre de couverts va me permettre de prévoir mes quantités commandées. Et pareil, l'objectif est de ne pas être en rupture en milieu de service et de devoir dire que j'ai la moitié de ma carte que je ne peux plus assurer. Mais pour autant, j'ai de plus en plus de produits périssables et donc il faut limiter au maximum le taux de rebut. Donc là, on a travaillé avec la direction du réseau parce que l'objectif, c'était vraiment de proposer une offre pour l'ensemble des restaurants, pour l'ensemble du réseau et pour la direction des réseaux, que ça fasse partie des éléments différenciants par rapport à leurs concurrents sur les outils qui sont destinés à aider les nouveaux franchisés sur la rentabilité de leur restaurant. Donc on a travaillé avec les données de caisse des restaurants, qui est un système centralisé. Donc on avait les données de caisse nationales de tous les restaurants, avec évidemment le détail de la consommation de chaque client. On a eu des données beaucoup plus précises grâce aux cartes de fidélité, puisque là, on avait non seulement la consommation, mais également l'identité du client et les caractéristiques du foyer. On a travaillé avec une donnée essentielle. On a agrégé des données externes, ce qu'on fait assez couramment, et on a agrégé des données sur la météo. Et pour finir, on a intégré en standard un calendrier de façon à tenir compte évidemment des jours de la semaine, du week-end et des vacances scolaires. On est arrivé à une économie de 10% en termes de ressources humaines avec un niveau de qualité supérieur. Le niveau de qualité supérieur, on n'a pas d'indicateur ici, j'ai pas d'indicateur chiffré pour l'évaluer. Mais il est ressenti par les directeurs de restaurants comme moins de jours sur lesquels on a une forte tension en ce qui concerne le service parce qu'on manque de personnes. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on arrive à la fois à diminuer le coût de la ressource humaine et améliorer la qualité perçue par les clients parce qu'il y a certains jours sur lesquels la préconisation, évidemment, c'est d'avoir plus de serveurs que ce qui aurait été prévu sans la solution. Et surtout, on a diminué de 25% le taux de rebut, ce qui a un bénéfice évidemment économique pour le restaurateur, mais également environnemental non négligeable. Pour finir sur les cas marketing, on va parler ici de distribution. Vous avez devant vous quelque chose qu'on voit régulièrement, un rayon à moitié vide. Et ici, il est à moitié vide en fait parce qu'il y a une promotion assez intéressante, alors pas aussi importante que celle du Nutella, mais une promotion importante. Et finalement, on est en rupture alors qu'on est à la moitié de la période de promotion. Donc, on va travailler sur de la prévision des ventes. On va étudier la consommation habituelle, le taux de rotation des produits fonds de rayon, des produits classiques. Et ensuite, on va étudier l'historique des anciennes offres promotionnelles de façon à regarder quelle est l'élasticité de l'offre et quel est l'impact de l'offre promotionnelle en fonction de sa mécanique, en fonction de sa profondeur. Est-ce que j'ai une forte diminution de prix? Est-ce que j'ai une forte quantité additionnelle? Et on va comme ça travailler sur l'anticipation de façon à avoir des volumes prévus plus précis. C'est évidemment essentiel puisque si j'ai des prévisions trop élevées, je vais me retrouver à avoir un coût de stockage qui va exploser ou des produits que je vais être amené à jeter si je suis dans le cadre de produits périssables. Et inversement, si j'ai pas assez de produits commandés, je vais avoir des ruptures en magasin. Et pour l'industriel, c'est la double peine parce que vous avez un distributeur insatisfait
vous avez des investissements promotionnels qui ne sont pas aussi rentables qu'ils pourraient, et vous avez un client final qui va se détourner sur des produits concurrents parce que lui, il achètera quoi qu'il arrive un produit. Donc là, on a travaillé essentiellement avec la direction commerciale. On a travaillé en termes de données avec l'historique des caisses, des points de vente qui étaient fournis par les distributeurs à l'industriel, aux fabricants. On a travaillé sur des données qui provenaient des cartes de fidélité et on a intégré également météo et calendrier. On est sur un résultat sur lequel on a réussi à améliorer de 20% la fiabilité de la prévision. Donc, évidemment, notre client faisait déjà des prévisions auparavant. Simplement, ce qu'on a réussi, c'est à diminuer de 20% l'écart entre la prévision et la réalité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, les deux écueils sont très gênants commercialement. Et in fine, on a réussi à augmenter de 30% le volume vendu grâce à l'évitement des situations que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire de la rupture de stock. Un cas un petit peu plus industriel maintenant. Lorsqu'on a des objets pourvus de capteurs, ce qui est le cas de la majorité aujourd'hui des ascenseurs modernes, des escalators et finalement de très grand nombre de machines, on va analyser l'ensemble des informations qui proviennent de ces capteurs et on se rend compte qu'on peut avoir chaque capteur individuellement qui nous donne une information positive, en disant que tout fonctionne bien. Néanmoins, on arrive à déceler des tableaux de données qui nous montrent que quand on a une série d'informations provenant de l'ensemble de ces capteurs coordonnés, statistiquement, il y a de fortes chances qu'on ait une panne dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc ici, on a travaillé avec la direction des études et on a travaillé sur à la fois des données provenant de ces IoT, mais également on a travaillé sur des données qui sont des photos qu'on a prises et qui sont prises automatiquement de certaines pièces d'usure de façon à anticiper l'usure d'une poulie, d'un rouage, de certains câbles. Et donc, on a pallié en fait le manque d'information de l'objet connecté avec des photos. On peut très bien envisager ce cas-là uniquement avec des données provenant de l'ascenseur. Dans notre cas, on a travaillé également sur de la photo de façon à compléter les informations. Le résultat, c'est qu'on est arrivé à une diminution de 25% du taux de panne, ce qui est absolument essentiel pour des services de maintenance, puisque globalement, une intervention sur un ascenseur en panne est une intervention qui va coûter 10 fois le prix d'une intervention sur un ascenseur qui fonctionne normalement, parce que vous avez une machine qui va être bloquée, vous avez alors besoin de pièces, vous allez avoir un temps d'indisponibilité plus important. Donc il faut tout faire pour anticiper les pannes, quitte à venir un tout petit peu plus fréquemment. Ici, un autre cas industriel sur lequel on travaille exclusivement sur de la photo. L'objectif est de déterminer grâce à un flux d'images, ça peut être de la photo ou de la vidéo. Ici, c'était des photos prises automatiquement. Et l'objectif est de déterminer quelles sont les pièces qui sont correctes. Alors correctes, ça peut être correct dans leur position, ça peut être correct dans leur forme. Et donc on va être capable de traquer les anomalies ou traquer des défauts exclusivement sur la base d'images. Le gros intérêt est qu'on n'a pas besoin du coup d'historique d'informations pour démarrer le projet. C'est nous qui allons travailler sur la constitution des jeux d'apprentissage et nous qui allons réaliser les photos ou les films de façon à ce que le modèle apprenne à la fois ce que c'est qu'une pièce correcte et ce que c'est qu'une pièce en défaut. Voilà. Ici, on arrive à un taux d'identification qui est extrêmement important. En plus, là, on est sur des pièces, comme vous voyez à l'écran, qui sont assez simples, c'est-à-dire que la pièce normale est très facile à définir.
On a travaillé sur d'autres cas qui sont plus compliqués quand il s'agit par exemple d'éponges, sur lesquelles une éponge, vous n'avez pas deux éponges qui sont strictement identiques, et donc il faut être capable de faire la différence entre l'éponge correcte et l'éponge anormale. Ici, vu la simplicité des produits, on arrive à 90% de détection des anomalies en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure de la production sur la chaîne de montage. On est arrivé au 5e cas. En conclusion, on est sur une technologie récente qui est tout à fait éprouvée d'un point de vue informatique, mathématique, mais récente en termes de diffusion. On a de plus en plus de données, donc on a tout le carburant nécessaire pour faire des prévisions de très grande qualité. Néanmoins, au sein des organisations, ça reste quelque chose de nouveau. Donc, comme tout ce qui est nouveau, ça fait un petit peu peur, ça change les habitudes. Donc on est à un moment un petit peu paradoxal sur lequel on a tout ce qu'il faut pour tirer un grand profit de l'intelligence artificielle, mais sur lequel les organisations sont encore frileuses ou encore hésitantes, et c'est bien légitime puisqu'elles n'ont pas de retour d'expérience sur le sujet. Et du coup, une des très bonnes pratiques, à mon sens, qu'on constate dans le secteur, c'est de réaliser des phases d'expérimentation, c'est-à-dire sur un temps extrêmement limité et du coup pour un investissement tout aussi limité, de mettre des questions, des problématiques à l'épreuve des faits et de tester un algorithme sur une solution avec des gens qui vont prendre en charge pour vous l'ensemble des aspects techniques pour se concentrer sur uniquement le rendement et le ROI métier de la solution. Voilà, il est 27, on avait prévu 30 minutes, donc j'en ai fini avec le webinar. Je suis à votre disposition sur le chat pour vos éventuelles questions, remarques, commentaires et tout ce que vous voulez. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Ah, je vois que il y a une question en cours, deux questions en cours. On va voir qui, Julien ou Paul, tape en premier sa question. Je vois que vous êtes tous les deux en train de saisir. Dès que je peux lire le contenu du chat, promis, je réponds. Alors, quelle solution proposez-vous en termes de technologie? Donc, on travaille sur une plateforme développée en Python. Globalement, il y a deux technologies principales dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est R ou Python. Nous, on travaille en Python sur une